Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Pascal Dion, je suis thérapeute formé à la psychanalyse et je pratique donc l'hypnose depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je suis également donc cofondateur d'un institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. Et également président d'une association d'insertion et de formation continue. Alors pourquoi je parle de cette association? Parce que l'insertion me permet de garder un contact quotidien, je dirais, avec les problématiques, mon cabinet aussi. Et ce n'est pas par un savoir que je viens aujourd'hui vous parler du couple, mais par une expérience en cabinet et puis également une expérience dans d'autres domaines de vie, comme celui justement de l'association d'insertion, où on peut aborder en effet ces problématiques lorsque nous sommes un peu sur le côté de la route, au banc de la société. Alors le couple, on va commencer par quelques petites statistiques. Alors il en faut bien, donc les statistiques sont faites à partir des mariages et puis des PACS. On peut dire aujourd'hui que la situation est particulière puisque il semblerait que seulement 35% des pacsés, des mariés, arrivent à dépasser la barre des 4 premières années. Alors c'est intéressant de comprendre ce qui se passe et peut-être de faire un peu un retour en arrière et de voir quelles sont nos formes de référence dans notre inconscient collectif et donc aussi individuel. D'abord, l'image du couple que nous pouvons avoir est une image la plupart du temps qui vient soit d'une référence que nous avons perçue dans notre enfance, c'est-à-dire la compréhension, en tout cas notre idée de la compréhension, de la façon dont vivaient nos propres parents ensemble, ce que nous pouvions à l'époque capter, et puis aussi d'une histoire bien plus ancienne qui est celle donc de la nécessité du couple. Je me souviens encore d'une dame de 90 ans qui me disait vous savez, j'avais 17 ans et il fallait bien que quelques années plus tard je me marie. Il fallait bien. Eh bien c'est une des notions qui arrivent dans la construction du couple, le il fallait bien. Alors ce couple, quelles sont nos références? Nos références, comme je le disais tout à l'heure, elles sont anciennes et elles viennent d'une idée que lorsque nos grands-parents, nos aïeux, nos parents restaient ensemble, eh bien c'est parce qu'il y avait l'amour qui scellait tout ça. Et dans notre inconscient collectif, c'est quasiment une certitude, c'est une forme de croyance. Alors notre éducation, elle va passer par là bien sûr, elle va nous expliquer que même si nous avons des sensations d'éveil, un esprit critique, et nous avons également une information sceptique, une compréhension du monde, eh bien nous allons en effet imaginez que notre structure de vie va se composer autour de ces différents idiomes, c'est-à-dire le premier par exemple, c'est la relation avec nos parents, c'est-à-dire satisfaire, ne pas déplaire, finalement obéir à quelque chose, à quelqu'un, à une structure. Et puis ça va être l'apprentissage scolaire où on va entendre, comprendre, croire que la note, ce n'est pas une forme d'évaluation de notre compréhension, mais c'est plutôt soit une sanction, soit une récompense. Et puis plus tard, il va y avoir donc le travail, la rencontre avec le travail, où on va avoir l'impression que si on fait les choses bien, on va être récompensé. Et puis, il y a entre les temps, entre les deux, eh bien une rencontre amoureuse, et puis plus tard, une rencontre qui va sceller ce qu'on va devoir, entre guillemets, appeler la notion du couple, comme si le timing était posé, comme si le temps était là. Je caricature évidemment, mais j'essaie juste d'expliquer le fonctionnement de l'inconscient individuel et collectif qui nous amène en effet à nous poser la question sur la réalité de notre couple et ce que nous faisons ensemble. Et puis plus tard, eh bien, si toutefois cela existe, il y a l'arrivée d'un enfant ou plusieurs enfants, et puis on va arriver au médium de notre vie, autour de 35-40 ans, et là on va se poser la question du sens.
Et le sens, en fait, va correspondre la plupart du temps à une espèce de somme. Cette somme va être celle, en effet, de ce qu'on nous aura proposé. Et si nous avons rempli le contrat, de quel contrat il s'agit? Eh bien, de celui d'avoir bien obéi, bien travaillé à l'école, fait de bonnes études, rencontré, entre guillemets, la bonne personne, avoir eu le bon travail, avoir fait, entre guillemets, les bons enfants. Et puis ensuite, eh bien, c'est la somme qui donne égal bonheur. Et c'est là, évidemment, que la complexité va se poser. C'est que avoir checké tous ces idiomes, tous ces icônes, ne vont pas forcément donner la notion du bonheur. Alors, que s'est-il passé à travers tout cela? Il y a 3 étapes majeures. D'abord, quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il y a quelque chose qu'on imagine. Alors, qu'est-ce que nous ne savons pas et pourtant qui nous fait accepter la rencontre? Ce que nous ne savons pas, c'est dans la notion du couple qui va durer, pas la rencontre d'un soir ou de 2 ou 3 soirs ou d'une semaine, mais dans le couple avec lequel on va se projeter. Eh bien, il y a quelque chose d'important, c'est que nous ne savons pas qu'à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire la rencontre, il y a une partie que nous connaissons déjà, c'est-à-dire il y a une partie qui nous est familière. Et ce qui nous est familier, c'est un peu inhérent à l'être humain. L'être humain a besoin du familier, c'est-à-dire qu'il a besoin de connaître, de savoir qu'il peut être rassuré parce que l'autre correspond inconsciemment à une partie qu'il a déjà rencontrée. Et quand l'a-t-il déjà rencontrée? Eh bien, il l'a déjà rencontrée dans son enfance. En fait, pour schématiser, eh bien, on pourrait dire qu'il y a dans l'autre une partie qui correspond à notre père, à notre mère, ou à l'idée même que le couple pouvait représenter. Ce qui symbolise en fait la notion de, je dirais, du ciment. Mais cette partie est totalement inconsciente et invisible, et on va la découvrir un peu plus tard. Un peu plus tard, en effet, souvent dans l'aspect négatif. Vous rappelez-vous ces fameuses phrases tu ressembles à ma mère, tu me fais penser à ton père, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père. Enfin bref, toutes ces phrases, toutes ces phases de notre vie qui vont générer du conflit. Mais cette partie-là, en effet, elle est inhérente à l'acceptation dans le couple et on ne le reconnaît pas véritablement au départ. Deuxième étape, lorsque nous avons accepté le couple, en effet, de la façon dont je viens de la décrire, eh bien, on va petit à petit et un peu plus tard découvrir que l'autre est foncièrement et totalement différent de nous. Et je ne parle même pas de sexe, d'homme, de femme. Non, je parle d'une façon beaucoup plus large. En fait, l'autre, celui qu'on va choisir ou accueillir ou accepter, va être totalement différent de nous. Totalement différent de nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au-delà des points de rencontre, c'est-à-dire des atomes qu'on pourrait appeler crochus, qui vont donc nous rapprocher, nous raccrocher, il va y avoir des points de vue, des visions de la vie totalement différents, voire, si on a des enfants, des visions de l'éducation qui vont être totalement différents. Alors, imaginez à cet instant comment 2 individus qui sont foncièrement différents pourraient-ils se comprendre? Se comprendre, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre. Mais se mettre à la place de l'autre nécessite donc d'avoir une ouverture d'esprit qui soit extrêmement puissante et, ne nous le cachons pas, nous sommes bien des êtres, je suis, vous êtes, nous sommes des êtres un peu limités par cette ouverture d'esprit, ce qui fait que la notion du conflit va arriver. Et comme le disait un penseur indien du XXe siècle, Yudhu Krishnamurti, en fait, nous finissons par voir l'autre avec les paquets de mémoire. Alors, qu'est-ce que sont les paquets de mémoire? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on va commencer petit à petit, lorsque le couple va grandir, en effet, à avoir une vision un peu tronquée, c'est-à-dire qu'on va avoir une croyance de l'autre. On croit le connaître et systématiquement, je parle évidemment sur le côté négatif, quand on le croit le connaître sur le côté positif, la question ne se pose pas. Mais sur le côté négatif, on va donc définir. Si on définit l'autre, on va le limiter. Et comme on va le limiter, on va retrouver dans notre quotidien la problématique qu'il représente. Alors évidemment, les conflits entre couples ont l'air de rien. C'est une histoire de torchon, de vaisselle, de sport, de restaurant qu'on a manqué ou qu'on n'a pas su choisir. Enfin bref, ce sont des étapes qui pourraient être insignifiantes. Seulement, l'intensité émotionnelle dans laquelle on va se retrouver lorsque le conflit va éclater est la symbolique même de l'état dans lequel on définit l'autre et la façon dont on le limite. Alors, ces notions-là vont évidemment créer une forme de diffusion.
la première étape en effet de la rencontre, une fois qu'on a compris qu'on était à la fois semblable dans quelque chose, qu'on était familier avec l'autre parce que il nous rappelait quelqu'un ou un système de couple, eh bien on va être dans la diffusion parce que finalement il va falloir qu'on fasse une sorte d'arithmétique. Alors qu'est-ce que c'est que cette arithmétique? Donc dans la fusion, vous savez, qui dure pas très longtemps et dont on a la nostalgie finalement toute la vie quand on reste avec la même personne, eh bien cette fusion, c'est 1 plus 1 égale 1. Donc vous voyez, on commence à avoir une arithmétique un peu particulière, et puis dans la diffusion qui va suivre, on va arriver à 1 plus 1 égale 2. Et ce résultat n'est toujours pas le résultat correct, il reste temporaire, et si jamais ce résultat 1 plus 1 égale 2 était définitif, on pourrait dire qu'on arrive à une forme assez régulière de rupture dans le couple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 1 plus 1 égale 2 dans la diffusion? La diffusion, c'est un moment très sensible où certains d'entre nous, c'est-à-dire une des parties du couple, va arriver en disant mais finalement, il y a quelque chose qui a changé. Et d'ailleurs, la phrase exacte, c'est « tu as changé ». C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis dépendant affectif, je vais davantage remarquer le fait qu'il y a un écart entre ton attitude lors de la fusion, lors de la rencontre et de la fusion, et ton attitude actuelle. Tu mets plus de temps à répondre à mes SMS. Tu ne me rappelles pas immédiatement quand tu vois que j'ai appelé. Tu arrives avec du retard, tu ne penses plus forcément à ce que j'appréciais auparavant. J'ai l'impression que tu t'es détaché de moi. Et encore une fois, rien n'est faux dans la réalité. Il s'agit toujours d'une expression de l'intensité émotionnelle que nous ressentons. Et là, évidemment, nos blessures vont arriver. Les blessures, vous les connaissez, la sensation d'abandon, tout ce qui va tourner autour de la dépendance affective, le ressenti du rejet, et puis bien sûr, l'inquiétude va naître. Donc cette équation de 1 plus 1 égale 2 va être le moment crucial finalement qui va structurer le couple, et c'est là que le dialogue et le questionnement va être extrêmement important. Si donc dans la diffusion 1 plus 1 égale 2, il ne faut pas oublier que dans la fusion, 1 plus 1 égale 1. Et souvent, c'est une phrase qu'on retrouve lorsqu'on fait de la thérapie de couple, il y en a un des deux qui va s'asseoir pour la première fois donc dans le lieu dans lequel on travaille quand on fait de la thérapie. Et puis, il y en a un des deux qui va dire, en effet, « Oh, vous savez, nous ne faisons qu'un ». Et la question, évidemment, avec beaucoup d'humour qu'on va tenter de poser, c'est lequel ? Il y en a donc un qui a disparu. Donc vous voyez, la fusion n'est pas uniquement, ce premier acte de la rencontre amoureuse, n'est pas uniquement la superposition, entre guillemets, de deux êtres qui vont fusionner pour n'en faire qu'un, mais il y en a un qui va plus ou moins disparaître. Et je reviens sur la fusion parce que c'est important, ça permet d'expliquer la nécessité de la diffusion. La fusion, en effet, va parfois entraîner un manque de sincérité. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'un acte manipulatoire, il ne s'agit pas d'une volonté de créer une problématique, non. Il s'agit là, en fait, de mettre en avant la peur qu'on a d'être dévoilé et reconnu. En clair, mon petit soi, à moi, n'est pas aimable. Donc, je vais volontairement fusionner avec toi parce que je vois bien que tu me donnes de l'importance, je n'ai pas envie de louper cette rencontre, j'ai pas envie de manquer cette possibilité de ne plus finir ma vie seule, donc je vais faire en sorte de correspondre à ce que tu me dis. Alors, dans les petites conférences que je fais, les petites causeries, parfois, j'utilise quelque chose un peu comme ça, avec un peu d'humour. Donc, on imagine la personne dans le rôle de ce que je viens de dire à l'instant et qui rencontre quelqu'un et l'autre personne dit oh, tu sais, moi, je suis un peu particulier, j'aime bien les films kazakhs traduits en portugais. Et l'autre répond mais moi aussi, j'adore les petits pois, tu sais, avec du sucre. Et l'autre répond mais moi aussi. Et le fameux moi aussi va donner en effet l'illusion de la fusion, mais elle va permettre en effet de la créer, cette illusion va permettre de créer la fusion. Et puis, lorsque celui qui pense devoir correspondre pour être aimé va arriver à un stade où il va se sentir un peu plus en sécurité, au bout de quelques mois, voire un peu plus d'un an, eh bien il va
commencé à dire que finalement, il aime pas trop les films kazakhs traduits en portugais, il préfère un bon vieux blockbuster américain, que les petits pois avec du sucre, c'est pas terrible, il préférera manger plutôt des haricots avec de la viande, etc. Bref. Et là, l'autre va dire, mais qu'est-ce que tu as changé? Alors vous voyez, ces notions de fusion de départ vont emmener la défusion, on va commencer à se sentir bien, et puis on va s'affirmer un petit peu plus, évidemment que l'autre va avoir une réaction, ou alors l'autre commence à se sentir bien aussi, donc c'est des moments très importants, puisque finalement on se sent de plus en plus en sécurité, on se sent rassuré, on va mettre en avant le soi, donc la possibilité d'être qui nous sommes, et c'est là que la grande difficulté va arriver. Donc c'est là en effet que il va falloir parler, poser la question à l'autre, de savoir mais finalement que se passe-t-il, expliquer un peu ce qu'on ressent pour pouvoir générer du dialogue. Et évidemment dans la tradition donc du couple tel que je l'ai décrite au départ, en tout cas une attente sociétale voire parentale ou tout simplement d'une tradition, d'une transmission culturelle, peu importe, il y a une attente. Et lorsque, si toutefois il arrive, l'enfant paraît, l'enfant aussi va devenir un peu un enjeu de la réconciliation ou de l'éloignement. Donc, et si toutefois, donc en effet, il y a rupture qui arrive, eh bien, on va arriver vers la possibilité plus tard d'une autre rencontre et qui va s'appeler les familles recomposées. Alors là aussi, grande difficulté dans la famille recomposée, grande illusion pour les plus vieux qui nous regardent, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge et plus, on se souvient d'un spot publicitaire d'il y a très longtemps qui s'appelait Ricoré, et on avait une sorte de famille idéale avec une nappe à carreaux posée sur une table, le petit bol de café, les enfants, on appelait ça la famille Ricoré, et c'était en effet le symbole à la fois de la famille primitive, mais aussi de la famille dite recomposée, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de devoir d'aimer l'autre, d'aimer les enfants de l'autre. Il fallait aussi impérativement que les enfants de l'un manifestent vers l'autre l'amour qu'il avait, vers les enfants de l'autre, etc. Donc il y avait une espèce de pourtour d'obligation dans ces familles recomposées où, encore une fois, le conflit n'arrivait pas à trop tard à se mettre en place malheureusement et le couple pouvait exploser, ou alors il y avait une réconciliation qui était faite dans la structure, dans des règles qu'il fallait impérativement tenir, et pour finalement un peu plus tard malheureusement se dissoudre. Aujourd'hui on a compris que et puis on encourage les gens qui ont déjà des enfants et qui se retrouvent pour former un noyau entre guillemets plus large ensemble, de passer du temps avec leurs propres enfants, de faire des activités seuls avec eux, de ne rien obliger dans la relation. Il ne faut pas oublier que au départ, ce n'est pas une famille qui se rencontre, c'est un couple. Et le couple, chaque individu aurait donc, dans ce cas-là, des enfants. Il ne faut pas oublier que c'est là que c'est le plus important, c'est de maintenir le couple. Il ne faut pas que le couple puisse se dissoudre dans la notion obligatoire de la famille. Voilà. Donc, tout ça, en effet, c'est notre histoire, c'est l'histoire des couples, c'est l'histoire du couple depuis très longtemps. Alors, comment on va faire pour essayer de maintenir un équilibre dans un couple qui n'aurait pas d'enfants, dans un couple qui aurait chacun des enfants, où il y en aurait un, etc. Eh bien, vous l'avez compris, c'est, quoi qu'il arrive, une meilleure connaissance de soi et surtout une approche de la compréhension de ses propres peurs. Vous savez, il y a des peurs qui durent, qui ont la vie dure. Par exemple, la peur de finir sa vie seule. Moi, je peux entendre dans le cabinet des personnes qui ont 20, 22, 23, 25 ans dire, par exemple, j'ai peur de finir ma vie seule à 23, 25 ans. La rationalité de la parole, des statistiques, de ce qui pourrait être un outil théorique, n'a pas de prise sur ce système émotionnel. En effet, dans la projection de la vie seule, alors on n'imagine pas finir sa vie seule avec, je ne sais pas, tiens, ça me vient à l'esprit, le grand hôtel du Palais à Biarritz, face à l'océan, avec une coupe de champagne, on sort d'un spa. Non, non, non. La vie seule qu'on imagine, c'est une vie où on est très âgé, dans un petit appartement aux vitres cassées, le vent est en train de s'engouffrer dans l'appartement où on est seul, il y a des chats, ça ne sent pas très bon, personne ne vient nous voir, et nous sommes dans une immense tristesse. Bon, je caricature, c'est pour faire un peu d'humour, mais c'est un peu comme ça qu'on imagine la vie seule.
Donc cette peur de vivre seul, en effet, va nous faire accepter des rencontres qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, avec cette fameuse phrase que vous connaissez, que vous avez pu dire, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Alors, à côté de quoi on pourrait passer? De ce qui n'a pas existé, ou de ce qui a été juste un petit éclairage dans une immense zone d'ombre. Et on aimerait bien que ce petit éclairage, cette petite lumière, on aimerait l'étirer pour qu'elle dure toujours. Alors, vous savez, lorsque on va dire quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire lorsqu'on va lui dire qu'il y a peut-être certaines choses qui ne nous conviennent pas, ou on aimerait peut-être que l'autre ait une autre vision, ou peut-être une autre approche pour qu'on se sente mieux nous-mêmes, et on partagera aussi la nôtre, on acceptera aussi bien évidemment nos défauts, on acceptera nos erreurs, eh bien, si l'autre au bout de une fois, deux fois, trois fois ne réagit toujours pas, on peut se poser la question de savoir s'il ne sait peut-être pas comment faire. Souvent, ce n'est pas que nous ne voulons pas faire quelque chose, mais nous ne savons pas forcément comment faire. Eh bien, le comment faire, il peut s'imaginer en effet avec des thérapeutes, il peut s'imaginer aussi avec des livres, il peut s'imaginer maintenant aussi avec toutes ces vidéos extraordinaires, tous ces tutos qu'on voit, qu'on entend, qu'on pratique aujourd'hui. Donc il y a pléthore de possibilités en effet pour pouvoir apprendre quelque chose. Mais si la personne ne veut toujours pas apprendre, je crois que se pose la question peut-être de la rupture plutôt que de cette insistance qui va créer de la souffrance, qui va créer des formes de dépendance affective, en tout cas des formes de déséquilibre. Donc connaître ses peurs, c'est aussi avoir en objectif cette alchimie extrêmement difficile de mettre la liberté d'un côté, la sécurité de l'autre et de pouvoir faire en sorte de les faire rejoindre. Alors, la liberté, c'est peut-être être en phase avec ses propres désirs, ses propres aspirations, et puis la sécurité, c'est la position de la confiance. Souvent, quand quelqu'un a eu maille à partir avec un partenaire, une partenaire, me dit « mais maintenant, comment je pourrais avoir confiance dans l'autre ?» Et je lui dis quelque chose d'un petit peu brutal, je lui dis « la confiance, ça n'existe pas ». Ce n'est pas quelque chose dont vous aurez la preuve, puisque vous pouvez vivre 6 mois avec quelqu'un et le 7e mois est horrible, vous pouvez vivre 30 ans avec quelqu'un et la 31e année est impensable dans la difficulté. Donc il n'y a pas de preuve de quelque chose. Je dirais que la confiance, c'est une sorte d'abandon. L'abandon de nos peurs, mais avec l'affirmation d'une estime de soi et d'une confiance en soi. Parce que de l'estime de soi et de la confiance en soi va résulter la possibilité de la rupture. Et c'est bien de cela dont on parle. Alors ça peut être très étrange, parce que comment consolider bien le couple? Eh bien c'est d'avoir la possibilité de rompre. C'est-à-dire de ne plus être prisonnier de draps communs, pour reprendre une expression de Jacques Salomé, mais au contraire, cultiver la possibilité de la rupture en soi. C'est-à-dire avoir, comme on le dit dans d'autres domaines, posséder finalement dans sa poche la démission. Ça ne veut pas dire être obsédé par l'idée de partir, mais ça veut dire avoir en soi cette confiance. Donc vous voyez que la confiance, c'est pas tellement dans l'autre qu'il faut aller la chercher, mais c'est plutôt la travailler en soi-même pour pouvoir se dire que quoi qu'il arrive, si toutefois ça ne marche pas, quel que soit l'instant, le moment, le temps du couple, eh bien je sais que on arrêtera. Et on essaiera d'arrêter, non pas dans le conflit, la haine, la colère, mais plutôt dans ce qui aurait pu être, ce qui a été, ce qui peut-être est moins aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour. Et oui, l'objectif finalement de cette consolidation, l'objectif de la compréhension, de la connaissance de soi, c'est peut-être de pratiquer davantage cet amour pour l'autre pendant la durée de ce couple, quelle que soit la durée du couple. L'objectif sera évidemment l'expression du soi, mais aussi la propension à comprendre l'altérité. Et dans cette altérité, eh bien, le lien qui va se mettre en place, ce sera l'amour. Alors, quelques minutes pour parler du couple, ça n'est jamais assez. Quelques minutes pour parler du couple, évidemment que ça ne donne pas de recette. D'abord, il n'y a pas de recette. Il y a encore une fois une meilleure compréhension de soi-même, une compréhension de son système éducatif, de la relation avec les parents, une compréhension de l'autre avec la limite de ce que nous sommes, comprendre ces différents moments de rencontre, fusion, diffusion, système de maturité où enfin
eh bien 1 plus 1 va enfin donner 3. Et ce virgule 5 que nous avons eu tant de mal à faire sortir, eh bien c'est cette liberté de vivre à deux. Et c'est cette liberté de vivre à deux qui va nous permettre de trouver cet équilibre. Encore une fois, bon, quelques minutes pour parler du couple, ça n'est jamais assez. Quelques minutes pour parler du couple, c'est avant tout l'espérance de dire qu'aujourd'hui, eh bien oui, les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans la relation que nous rencontrions à 18 ans et avec laquelle nous allions jusqu'à l'automne ou l'hiver de nos 75 ou 80 ans. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs personnes dans notre vie. Je crois qu'il faut entendre aussi que rencontrer plusieurs personnes, ça n'est pas un échec, c'est tout simplement les systèmes, les structures de vie qui ont changé. Accepter que lorsque quelque chose ne va pas, eh bien, on va essayer de se poser des questions, on va essayer de trouver des réponses, et si on ne les trouve pas, eh bien, en effet, la rupture peut arriver. Retrouver la confiance et l'estime de soi-même pour repartir à l'aventure, et peut-être que le couple aujourd'hui, c'est la plus grande aventure du XXIe siècle. Dans tous les cas, je vous la souhaite avec infiniment d'amour. À bientôt.